Bonjour Marc-William Mathieu, nous entrepreneurs. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Vincent Viard. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, tu as un parcours intéressant et un parcours un peu atypique. On échangeait un peu juste avant et tu me disais, enfin, moi j'ai pratiquement jamais été salarié de ma vie, ce qui n'est pas ce qu'on rencontre le plus souvent dans l'entrepreneuriat. Tu peux nous parler un petit peu de voilà, ce qui te motive et comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat? Effectivement, alors, j'ai été salarié extrêmement peu de temps sur les 28 ans de carrière, j'ai envie de dire, peut-être un an ou 2 ans, euh, simplement parce que effectivement, le principe du salariat, en fait, euh, ne va pas avec, je dirais, mon trait de caractère. C'est une considération assez personnelle. Euh, Pas tant pour le fait qu'on échange avec des personnes ou d'autres personnes et qu'on doit travailler en équipe ou pas, mais c'est plutôt pour le côté statique du salariat euh, qui, euh, qui est pénible, enfin que je trouve un peu freinant. Et donc moi j'ai toujours eu effectivement cette volonté de vouloir avancer, de ne pas attendre d'autorisation pour avancer, faire les choses. Ça ne veut pas dire que je les fais mieux que les autres ou moins bien que les autres, mais c'est juste une manière de considérer le, l'action, en fait. Et quelque part, c'est un peu, quand on regarde un peu comment le monde est en train d'évoluer, c'est un petit peu un précurseur, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on a appelé l'ubérisation ou l'autonomie, ce qu'on appelle le travail en réseau, l'auto-entrepreneuriat, tout ça, ça reflète un peu ce que tu dis. Dans mon secteur d'activité, il y a une mutation qui va plutôt dans mon sens, donc je suis plutôt content, euh, de sortir alors je parle des boîtes assez importantes, hein, plus de 100 personnes, plus de 200 personnes, mais les petites sociétés prennent un peu le pli. Où on est passé de structures de recherche et d'innovation. Moi, mon secteur de travail, c'est l'innovation, la création et l'innovation, avec des départements qui étaient des départements R&D très statiques, compris dans une structure hiérarchique relativement rigide, assez silotée en fait. Euh, ça a été de plus en plus, les sociétés se sont aperçues qu'en fait c'était un frein et c'était quelque chose qui ne permettait pas l'innovation rapide, en tout cas de s'adapter à ce nouveau rythme en fait d'innovation. Est arrivé le startup system, tant décrit, et les sociétés, des grosses sociétés comme Saint-Gobain, Renault, enfin des grosses structures, ont mis en place un nouveau modèle qui s'appelle les InnoLab en fait. Et les InnoLabs, c'est simple, c'est des petites structures, bien sûr toujours dépendantes de la structure mère principale, elles ne sont pas des sous-traitants, ce sont des départements, sauf qu'elles sont géographiquement séparées de la structure principale. Elles fonctionnent en groupe de projets et non pas en fonctionnement vertical hiérarchique. Euh, et elles sont constituées euh, d'équipes déployables, reconfigurables en fonction des projets qui ne réfèrent qu'au CEO de l'entreprise. Donc un peu un mode de travail en mode start-up. Euh, et c'est ce qui est en train de s'installer aujourd'hui bon, il y en a partout, dans beaucoup de sociétés, et dans les banques, les assurances, toutes les sociétés ont ça. Ça a commencé par les sociétés du digital et de la communication. Les Bouygues, les SFR, les Free, etc. ont commencé à travailler comme ça parce que c'était leur ADN, j'ai envie de dire. Ouais. Et maintenant, je rencontre ça partout. Et donc, ça me conforte dans l'idée que plus on raccourcit les hiérarchies et les dépendances verticales, plus on offre aux gens capables, bien sûr, c'est Mhm. toujours dépendant de la capacité des intervenants, plus on donne la latitude aux gens capables de pouvoir se déployer et d'offrir de la richesse, Ouais. en fait. La capacité et l'envie, effectivement. Parle-nous un petit peu de ton métier. Alors, on a commencé tout de suite à parler de toi en tant qu'entrepreneur, parce que lorsqu'on a échangé, j'ai trouvé ton regard assez intéressant. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise, ou j'allais dire de tes entreprises, et de ton métier? Alors moi, j'interviens dans le
design, ce qui ne veut rien dire et tout dire, euh, puisque c'est un terme très franco-français. Et il n'y a que les Français qui parlent du design. Les Anglo-Saxons, ils parlent de product design, de graphic design, de video design, etc. Hmm. Euh, L'acception générale, c'est effectivement d'amener une vision d'innovation euh, utilisant des méthodologies de création diverses et variées euh, pour, pour remettre à plat des problématiques, des objets. Alors, quand je dis des problématiques, ça veut dire ça peut être des packaging, ça peut être des téléphones, ça peut être des voitures, ça peut être des immeubles, enfin, c'est très, très, très vaste comme sujet. Moi, j'interviens plutôt dans des objets de taille réduite, c'est-à-dire, ça va du packaging petit mobilier, on va dire, en passant par les produits électroniques. Euh, Pardon, excusez-moi. L'idée, c'est en fait d'avoir la capacité de faire ce fameux pas de côté qu'on a dans l'innovation et, euh, et de développer des méthodologies qui peuvent remettre à plat, reposer les problèmes, ce qui n'est pas toujours évident, sachant que sur des gros projets, on fait avancer les choses soit par de l'amélioration à la marge, c'est valorisant aussi, mais souvent pour créer un break dans une continuité, pour essayer de se distinguer des compétiteurs et des choses comme ça, on est obligé de reposer, de repenser les objets. Donc le design s'occupe de ça en fait. D'accord, donc on va dire, là on parle plutôt de product design, si je comprends ce que tu Oui, au exprimes sens large. principalement. Mais tu parlais aussi d'éducation lorsqu'on parlait tout à l'heure, parce que voilà, on apprend, on fait des choses et à un moment donné on a envie de transmettre. Tu peux nous Oui, parler un peu aussi de ce pan de ton activité? en fait, j'ai été appelé par une école où je donnais déjà des cours dans des écoles de design pur, comme Strat College, Créapol ou l'ENSI. Euh, et j'ai été appelé par une école d'ingénieurs qui a fait ce constat très juste, qu'en fait, on en avait fini avec l'ère des ingénieurs qui inventent pour inventer, qui se font plaisir entre eux Oui, et, euh, et qui, euh, et qui, euh, et qui sont un peu en mode concours Lépine, un petit peu, c'est-à-dire voilà, c'est un exercice solitaire, j'ai envie de dire. L'école m'a demandé de mettre en place un département ingénieur-designer pour recontextualiser les innovations et remettre l'humain au centre de ces innovations. En fait, de pouvoir décliner le discours qui est de dire, dans un monde limité, autant en termes de ressources que de temps que de tout, euh, on invente, on n'innove plus de manière absolument gratuite sans tenir compte des conséquences que ça peut avoir, oui. amont comme aval. Alors c'est vrai que quand on voit Elon Musk, c'est un peu le contraire de ce discours-là, mais bon. Néanmoins, voilà, c'était l'idée, c'était de dire, on va essayer maintenant d'innover en créant des user experience qui soient humaines, en tenant compte de là où on est, du monde dans lequel on est et de l'époque euh, dans lequel on innove, pour que les innovations qu'on fasse aient du sens, euh, avec la fameuse démarche RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui est intégrée là-dedans, mais pas que, en fait. D'accord. Alors, donc, Design Factory, donc société, plutôt product design, une équipe. ESME, formation, transmission. Oui, Mais quelque part, tu es toujours en train d'apprendre, toi aussi, parce que, bon, par tout ce qui est en train de se passer, par l'apport de ton fils aussi, et de son regard, et de la manière oui. dont il travaille, tu es aussi en train d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire que quelque part, vas-y, Alors, parle-nous un peu de ce côté-là, justement, l'évolution que tu vois devant toi par rapport au design. le design, c'est une activité qui est en mutation. Donc, il y a eu une mutation qui a eu lieu au début du 21e siècle, en 2000, avec l'arrivée de la 3D et du digital. Il y Ouais, avait eu déjà un premier choc
en fait. Et là, avec l'arrivée de l'IA, des techniques d'IA et du renforcement et de la prise en compte justement de la responsabilité de l'ingénieur, du designer, pour moi c'est la même chose, dans ses actions. Il y a une deuxième révolution qui arrive, qui est importante et qui va rebattre les cartes et qui redéfinit, euh, alors pas tant le résultat, mais qui redéfinit la manière euh, d'accéder à l'innovation, de la mettre en place avec de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils qui sont pas, contrairement à ce qu'on croit, hein, quand il y a intelligence artificielle, tout est vrai dans ces deux mots, sauf intelligence, hein, il y a rien de, il y a pas d'intelligence là-dedans. Donc, c'est pas des outils plus puissants, c'est pas des méthodologies plus puissantes, c'est juste une autre façon euh, de considérer la création, comme l'arrivée des ordinateurs à haute dose dans les Oui, agences de création a redéfini la façon de faire de la création. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver là depuis quelques années. Moi, je vois ça depuis, ouais, c'est pas vieux, depuis 3 4 ans. Et voilà, c'est en train de se mettre en place lentement. Il y a encore des résistances, il y a encore des freins. Mais comme on disait tout à l'heure, il y aura toujours des résistances à la nouveauté, en fait. bien sûr, bien sûr. Et donc, on attend qu'elle passe. Super. Voilà. Donc, quelque part, tu fais avec Design Factory, tu transmets aux autres avec ce que tu fais, le département que tu as créé à l'intérieur de SME, et également tu continues à apprendre et à innover sur les manières de faire avec ce troisième projet, superbe. Euh, une question, alors tu sais, donc nous on est surtout, la vision c'est surtout l'entrepreneur, mettre l'entrepreneur au centre voilà, de l'économie et de ce que l'on fait, parce que quelque part, tout ce qui se crée à un moment donné est fait par et grâce aux entrepreneurs, qu'on le veuille ou pas, hein. C'est malgré tout comme ça que ça se passe. Tu avais un regard aussi sur l'entrepreneuriat, tu disais, on ne devient pas nécessairement entrepreneur, parfois, voilà, c'est presque dans l'ADN familial. Ah oui, alors après, c'est des histoires privées. Chacun a Bien sûr. son vécu, son historique familial. Moi, j'étais toujours entouré de gens qui étaient entrepreneurs. Ouais, Euh, Même si c'était pas ce nom-là à leurs époques, mais ouais, ouais. ils étaient toujours, c'est toujours des gens qui n'ont pas attendu d'être au sein de structures pour pouvoir se fixer des objectifs et mettre en place une organisation humaine ou autre pour arriver à ces objectifs. Et c'est pas dit qu'on y soit arrivé à chaque fois d'ailleurs, mais voilà, j'ai toujours vu ça. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours été mal à l'aise dans une autre façon de fonctionner, mais bon, ça Ouais. c'est un vécu familial, hein, comme on en a tous. Mhm. Euh, je trouve néanmoins, comment je vais pouvoir dire ça? Euh, je trouve néanmoins qu'il y a une, une responsabilité dans l'autonomie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que pour tous ceux que je connais, moi y compris, j'ai toujours vu une certaine responsabilité Oui. chez l'entrepreneur, une conscience de ce qu'il amène et de ce qu'il demande et de ce qu'il doit, de ses droits et de ses Mhm. devoirs. Ouais, ouais, ouais. Une conscience assez aiguë. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est le fait d'être exposé tout le temps qui amène à ça? Je sais pas du tout, je suis pas psychologue en fait, mais alors je dis pas, j'ai très loin de moi le fait de dire que le salarié n'est pas responsable, hein. Attention, hein, je suis pas en train de Mhm. dire ça du tout, hein. Mais je dis que quand on est entrepreneur, euh, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit et on sait à qui on le doit. Et ça amène une certaine lucidité sur ses actions. Euh, ça ne, il n'y a pas du tout de notion de bien, de mal là-dedans, hein, dans mes propos, hein. Oui. C'est juste un constat. Euh,
Donc je trouve que c'est dans un monde où il y a tout ce débat justement sur la solidarité, sur le rôle de la société, le rôle de l'État, etc., etc. Euh, je trouve que l'entrepreneur, c'est un interlocuteur assez lucide Mhm. sur ce qu'il fait, sur ce qu'il doit, sur les conséquences de ses actions. Enfin, pour peu qu'il regarde, hein. Il y en a qui ne regardent pas du tout, Ouais. ça c'est. Ouais. Et donc, Mais je- voilà, c'est Mhm. plutôt. Ça, je trouve ça plutôt positif, en fait. Ouais, ouais, je pense que tu es complètement en phase et c'est vrai que quand on observe en fait le monde entrepreneurial, au-delà des fantasmes un peu que l'on peut parfois entendre qui sont un peu surprenants, mais si on se rend compte que enfin, personne ne veut partager autant, enfin, en tout cas moi je ne vois personne autour de moi qui veut partager autant que les entrepreneurs. Les entrepreneurs veulent assister les autres, les entrepreneurs donnent de leur temps pour des causes, pour accompagner des personnes sans qu'il n'ait aucun retour sur investissement. Donc, l'entrepreneur qui pense toujours au profit, 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 je pense qu'on est complètement à côté de la plaque et je partage totalement Mais ce point de vue. sur la notion de cette, oui, de cette image caricaturale de l'entrepreneur qui pique sous, qui amasse des sous quelque C'est part, ça, ouais. il est quand même vrai que l'entrepreneur est conscient d'un certain nombre de choses, je pense, et il est aussi conscient qu'il est au centre d'un équilibre financier, puisqu'on parle de sous, Ouais, et il est bien conscient de ce que coûte, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre, et effectivement, à un moment donné, il a un peu l'œil là-dessus. Donc c'est peut-être de là que vient cette image ouais. de l'entrepreneur Picsou, mais on est obligé à un moment donné euh, d'avoir un œil, euh, d'avoir un œil là-dessus. J'ai dans ma vie, moi, je crois, pendant un an, j'ai bénéficié du chômage pendant un an. Ouais. Donc j'ai bénéficié de la solidarité nationale. Mhm. Euh, j'ai pas abusé, c'est-à-dire que dès que j'ai pu retrouver un travail, j'ai retrouvé un travail. C'est une période qui était un petit peu bizarre. Euh, je suis très content. C'est pas parce que je suis entrepreneur que je veux la mort des services sociaux. Je suis très Ah content qu'il y bah, ait il des faut pas, services au sociaux contraire, au contraire. et c'est très positif. Mm. Euh, mais après, je trouve que quand on est dans cette démarche d'entrepreneuriat, on est attentif à avoir une certaine autonomie et à ne pas coûter aux autres, en fait. C'est un bon point. C'est un bon point. Alors, on va encore prendre quelques minutes par rapport justement à ton parcours entrepreneurial. Donc, un parcours entrepreneurial, c'est rarement linéaire. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui se passent bien, il y a des visions que l'on a, on arrive à en réaliser certaines autres, il y a des choses qui arrivent auxquelles on ne s'attendait pas. Entre la vision que tu avais, je sais pas, il y a allez, même 10, 15 ans, 20 ans de ce que tu allais faire et ce que tu as réalisé derrière, est-ce que tu vois des différences importantes? Entre avant et maintenant. Ouais. Entre ce que Euh, tu pensais faire et ce que tu as fait. j'ai découvert sur le tard, avec mon grand âge, j'ai découvert sur le tard une chose que j'aurais dû prendre en compte beaucoup plus jeune, mais bah, voilà, la jeunesse a ses défauts, hein. Bien Euh, sûr. c'est que tout est utile à tout. C'est-à-dire que je pensais plus jeune, par exemple pour mon activité professionnelle, je pensais que le fait d'être très expert dans un domaine pouvait amener la réussite. C'était Mhm. gage de réussite, en fait. Donc, j'ai développé des expertises digitales, de connaissances de certains domaines très particuliers. Moi, je suis ingénieur de formation, donc sur des activités d'ingénierie en mécanique, etc. Et je pensais que ça allait amener quelque chose une espèce de super pouvoir qui réglerait tous les problèmes. Et j'ai découvert sur le tard que eh ben, c'est faux. C'est-à-dire que très souvent, les solutions que je trouve, elles viennent de connaissances qui n'ont absolument rien à voir avec mon activité.
D'accord. une culture et que plus là, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes élèves qui ont du mal à intégrer ça, mais c'est normal, c'est que une culture générale étendue et puissante, c'est le meilleur atout d'un entrepreneur. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis. Ça, Parce que y- Hmm. ça permet, comme le caméléon ou le poulpe, ça permet une flexibilité, une adaptativité à des situations complexes qu'une expertise trop poussée interdit. C'est un peu comme dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont extrêmement bien adaptés à leur milieu, c'est les rois dans leur milieu, mais si le milieu change, ils disparaissent. Et il y a d'autres animaux qui sont plus Ouais, généralistes, on va dire, ouais. moins efficaces, plus généralistes, mais par contre, ne sont pas touchés par des changements majeurs. Et, euh, et voilà, je vois tout un tas de collègues qui vivent très mal l'arrivée de l'IA et ce changement qui se produit maintenant. Pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont des très bons designers, c'est simplement qu'ils sont dans un silo mental, une manière, une expertise très, très, très pointue qu'ils ont développée pendant des années et des années et des années, et que là, tout à coup, boum, la page tourne et, et ils savent plus, en fait. D'accord, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors même si ça touche pas directement pour moi à l'entrepreneuriat, mais c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de est-ce qu'on devrait spécialiser les élèves beaucoup plus tôt, est-ce que plutôt que Absolument. d'avoir un cursus très général, et la France a plutôt opté pour un cursus très général avec de la philo et tout un tas de choses qui, quelque part dans ce que tu dis, je me dis, ben oui, mais en fin de compte, oui, on est capable de le faire aussi parce que en France, on a cette vision et quelque part, c'est peut-être quelque chose qui nous projette vers un avenir plutôt positif, je dirais, Oui, je quand je pense aussi. t'entends. Ouais, Ouais. bah, c'est super. Euh, Dernière question que je voudrais te poser. Euh, alors, peut-être deux. D'abord, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle parfois de la solitude de l'entrepreneur, de la difficulté à prendre des décisions, Oui, c'est du vrai fait qu'on ça. ne peut pas tout savoir, qu'il y a besoin d'être entouré, tout cela. Comment, toi, as-tu vécu ta vie d'entrepreneur? Tu fais partie de groupes d'entrepreneurs, je sais pas, tu as été mentoré par certaines personnes, ou coaché, ou accompagné d'autres manières. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir aller de l'avant? Alors, je participe à des tables rondes de groupes Ouais, d'entrepreneurs euh, sur Paris essentiellement. Euh, où effectivement, il y a des discussions informelles sur des sujets pour essayer d'avancer sur des sujets. C'est pas des groupes de développement de business en fait, ouais. c'est plus de la réflexion en fait. Oui, Après, alors est-ce que c'est moi, est-ce que c'est général, je ne saurais pas le dire, mais il est vrai que ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur au sens large, que oui, ça soit dans le domaine pour le domaine privé, pour le domaine public, professionnel ou tout, c'est pas une légende. c'est C'est pas une pas une légende. légende. Non, non, c'est pas une légende. Euh, Il y a des moments qui sont pesants. Il faut avoir les épaules pour passer à travers. Bon, il y a des moments très joyeux aussi, hein. Mais, euh, mais il y a des fois, on aimerait bien, ouais, on aimerait bien à 6h30 couper l'ordinateur et rentrer chez soi tranquille. Enfin, ce genre de Ouais, choses ouais, ça n'existe qu'un pas. salarié fait normalement. Euh, on aimerait bien ne pas passer son dimanche, enfin passer son dimanche avec sa femme et ses enfants plutôt qu'à terminer une présentation quelconque. Enfin voilà, il y a, oui, D'accord. il y a pas que de la joie, il y a de la contrainte aussi en fait, hein. Ok. Et alors, s'il y avait une plus jeune version de toi, alors j'ai entendu tout à l'heure hein, par rapport au fait d'être ouvert et de continuer à apprendre même dans des domaines qui ne sont pas liés directement à ce que l'on est en train de faire. Mais si tu avais allez, un conseil à donner à la plus jeune version de toi sur son parcours entrepreneurial, pas sur le design, pas sur la qualité du design, mais vraiment sur son parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la jeune version de toi? Je vois beaucoup, moi j'ai beaucoup perdu de temps
énormément perdu de temps euh, à être en colère. À être en colère vis-à-vis Hein. de gens qui ne me payaient pas mes factures, à être en colère vis-à-vis de gens qui me piquaient mes salariés, à être en colère vis-à-vis d'un client qui s'engage et qui se désengage au dernier moment, à être en colère parce que j'ai mis des mois à monter quelque chose et tout à coup, je ne sais pas quoi, quelque chose change et puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà, à en vouloir à tel ou tel gouvernement, personne, dirigeant, etc. Beaucoup, beaucoup de perte de temps à cause de ça. Euh, bon, je rassure tout le monde, je suis beaucoup plus calme maintenant. Euh, si j'ai un Oui. conseil à donner, c'est que euh, si on marche, c'est pour une allégorie un petit peu fanfaronne, si on marche avec la tête tournée vers l'arrière, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut se prendre un poteau, on peut se prendre. Il faut pas, il faut laisser les. Alors c'est dur, hein, c'est dur de faire ça, mais il faut oublier tout de suite les choses qui énervent et passer tout de suite à la phase suivante. Ça économise beaucoup de temps, ça Mhm. économise beaucoup d'énergie et de toute façon, ça ne sert à rien. Donc Ah, c'est super. voilà. C'est super. Est-ce qu'il y a une manière dont tu l'aurais fait ou dont tu le fais Non, moi aujourd'hui? Parce j'ai, que bon, quel état d'esprit, c'est une chose, mais le faire parfois, c'est difficile. moi je n'ai plus. Alors je dis pas que je suis tranquille, il y a des choses qui m'énervent encore, hein, mais à chaque fois. Et je crois déjà que l'âge calme. Ouais. On devient beaucoup plus serein. Quand on est jeune, on est un peu chaud bouillant, on est un petit peu énervé sur tout. Euh, et, euh, et, euh, et puis, oui, c'est juste l'expérience. C'est-à-dire quand on voit que sur 2 3 D'accord. 4 5 6 7 8 histoires où on s'est un petit peu emballé, énervé, où ça a coûté en fait des points psychologiques et des points de comportement, eh ben, au final, ça n'a rien donné. On a obtenu zéro résultat. Ben, on en tire des conclusions logiques qui sont Non, que on super. va plutôt voir le positif et puis voir ce qu'il y a devant plutôt que de s'acharner à grommeler en regardant des trucs qui de toute façon Ok. ne pourront pas se régler. Très bien. Merci beaucoup, Vincent. C'était Vincent Villard de Design Factory et également de ESME. Merci pour ces partages. Merci pour tout ce que tu as apporté volontairement. Et on peut reparler de la solidarité tout à l'heure, hein, par solidarité, par envie juste de partager. Donc, merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble, Vincent. Merci, Marc William.